Bienvenue sur Tiki Academy, le podcast dans lequel j'interviewe des freelances afin qu'ils vous partagent leur parcours et conseils pour réussir et s'épanouir en tant qu'indépendant. Je m'appelle Maxime Gadras et je suis le cofondateur de Tiki, l'application de gestion de l'activité freelance. Aujourd'hui, j'ai comme invité Ada, qui est styliste culinaire freelance. Si aujourd'hui elle peut exercer ce métier passion, ce n'était pas le cas lorsqu'elle s'est lancée. Elle va donc nous expliquer son parcours et comment elle en est arrivée là. Dans la vie, tu as 50% de chance de faire un bon ou un mauvais choix. C'est à toi de faire en sorte que tu ne te sois pas trompé. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site tiki-academy.fr afin d'avoir accès au téléchargement du podcast ainsi qu'à plein de bonus exclusifs. Le lien est dans la description. Bonne écoute. Bonjour Ada, je suis ravi d'être avec toi sur ce nouvel épisode du podcast Tiki Academy. Écoute, je tenais vraiment à t'inviter pour cet épisode parce que tu as un parcours un peu particulier. Je voulais qu'on en parle ensemble. Je sais que tu es passé par un statut de salarié, maintenant tu es freelance, sauf qu'au début tu étais rédactrice pour ensuite complètement changer de domaine pour aller vers le stylisme culinaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Ok, bah écoute, je te propose qu'on aborde un petit peu ton parcours, les raisons qui t'ont poussé à faire ce changement un petit peu radical et surtout en fait, que tu nous expliques comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu as fait. Donc je vais te laisser te présenter déjà et nous expliquer un petit peu ton parcours. Ouais, en fait, donc je suis rentrée dans le salariat via une alternance que j'ai faite en master. Donc j'ai fait un master de management, communication, etc. Donc il y a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et dans le cadre de mon alternance, j'étais dans une boîte une entreprise d'événementiel où j'étais rédactrice pour le blog. Et donc, je suis rentrée là-dedans sans qu'on me dise trop ce que je devais faire exactement. Donc, on m'a un peu dit, voilà, écris des articles pour le blog. Donc, j'ai fait des articles pour le blog, mais je savais pas trop dans quelle finalité, etc. D'accord. Donc, j'étais un peu paumée, mais bon, ça me faisait quand même marrer. L'ambiance était sympa, etc. Et en fait, j'ai fini par comprendre quand même, au bout d'un moment, que c'était pour le référencement, pour le SEO, etc. Après, j'ai un peu dévié. Je faisais plus juste le blog, mais en fait, je rédigeais tous les contenus, donc support de communication interne, externe. Je me suis un peu mise dans la communication aussi. On a organisé un peu des événements, etc. Donc c'était assez sympa. D'accord. Ils te l'avaient pas dit que c'était pour le référencement. Je rebondis sur ton poste de rédactrice. Non, au début, ils ont oublié de me parler de ça. Ok, mais du coup, ils ont pas du tout checké que tu avais des compétences en référencement. Eux, ils voulaient une rédactrice qui t'a donné des guidelines ou des choses un peu comme ça, quoi, pour t'aiguiller. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, je pense que eux, l'entreprise venait d'être reprise et je pense qu'en quelque part, ils étaient pas forcément plus avertis que moi. Je pense qu'ils découvraient un peu en même temps que moi, en fait. Je pense qu'on tâtonnait tous les deux. Et du coup, ils mettaient eux-mêmes en place leur référencement en attendant, mais comme j'étais moi étudiante en communication et management et que mon profil les intéressait, ils se sont dit go, et comme ça avait pas l'air, je pense, de demander des compétences non plus, extraordinaires, ils m'ont fait passer des petits tests où j'ai écrit des articles et puis ils ont bien aimé comment j'écrivais, puis ils se sont dit voilà quoi, c'est parti. D'accord, ils ont aimé ton style. Et vous étiez combien? Parce que pour que tu passes tout de suite à la com, vous deviez être une structure assez réduite. Ouais, c'était une toute petite boîte. En fait, on devait être une quinzaine à peu près, sachant qu'on n'était que deux en communication. Il y en avait deux autres sur la partie web, AdWords, etc. Et après, il y avait des commerciaux, un comptable et le patron. Donc c'était assez petit. C'était vraiment une entreprise un peu familiale, tu vois, où tout le monde se connaissait depuis assez longtemps, tout le monde était là depuis un bout de temps, et en même temps tout le monde était assez jeune. Si tu veux, le patron de l'entreprise était rentré en tant que stagiaire 8 ans avant, tu vois. Ah oui, d'accord, je vois. C'est vraiment une boîte familiale dans le sens où les gens ils font toute leur carrière. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un truc un peu homemade où tout le monde évoluait, tout le monde apprenait en même temps, et du coup, c'est ça qui m'avait plu aussi, si tu veux, c'est ce côté où tout le monde travaillait. Bon, ça fait un peu monde idéal de dire ça comme ça, mais travaillait un peu main dans la main pour voir l'entreprise grandir, évoluer, avancer, etc. Tu vois. Ouais, Et avec pas mal de chouettes perspectives de faire un nouveau site, de lancer des nouveaux services, des nouveaux projets, etc. Donc c'était vraiment plutôt chouette. Sauf que moi, forcément, il y avait un sauf, sinon j'y serais toujours. Et en fait, moi, le côté entreprise, en fait, ça a fini par plus m'aller du tout. Et si tu veux, je travaille grosso modo depuis que j'ai 18 ans. J'ai toujours bossé à côté de mes études, j'ai fait plein de trucs, etc. Et en fait, d'un coup, de me retrouver propulsée dans un bureau de 9h à 18h, c'était pas possible pour moi, en fait. Donc, tant que ouais, le rythme t'allait pas, en fait.
Bah, c'est ça. Et en fait, tant que j'étais alternante, si tu veux, j'avais des semaines de cours, etc. Donc, j'arrivais un peu à jongler entre les deux. À partir du moment où mon alternance s'est terminée, ils m'ont gardée en CDD pendant 6 mois de plus. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ouais, je tournais un peu en rond, que en plus, en fait, le travail que je faisais, c'était pour la sortie d'un nouveau site. Ils faisaient une refonte intégrale du site internet. Et en fait, le site n'était pas sorti. Et tant que le site n'était pas sorti, mes articles n'étaient pas en ligne. Et donc, du coup, bah, moi, je voyais pas trop les pistes d'amélioration possibles, en fait, tu vois. Et puis tu voyais pas le fruit de ton travail, t'avais pas de métriques, rien, tu Bah savais ouais, pas c'est si ton ça. article marchait ou... Exactement. Donc du coup, pour moi, c'était un peu compliqué d'évoluer. Et donc voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, un peu, j'ai fini par m'en aller au moment où le patron est venu me voir quelques semaines, si je suis gentille, pour pas dire quelques jours avant la fin de mon contrat, en me disant mais tu sais, je suis désolée, j'ai oublié de revenir vers toi, mais tu fais vraiment partie de la famille et j'avais complètement oublié de t'en parler, mais je vais te prendre en CDI. Et là, je lui ai dit, ah oui, et c'est ballot, parce que figure-toi que je m'en vais, en fait. Et est-ce que s'il était venu te voir avant, style un mois avant, ça aurait pu te faire changer d'avis ou non, de toute façon ta décision était prise et t'étais parti En là-dessus? fait, non, pas vraiment, parce que, bon, là, ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est que, en fait, comme il a attendu la dernière minute, moi, entre-temps, j'avais pris des billets pour me barrer au Vietnam. Donc, dans tous les cas, ça allait D'accord. pas le faire. Mais dans tous les cas, quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit voilà, moi je pars au Vietnam pendant un mois, mais en vrai après je reviens. Et moi je veux bien rester avec vous en CDI déjà si tu m'accordes cette pause là. Et par ailleurs, si soit tu me donnes genre 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, soit tu me gardes mais en mi-temps. Soit tu me laisses des horaires adaptables et à ce moment-là tu le laisses à tout le service web, tu vois. Mais en fait moi ça faisait pas sens d'avoir des horaires hyper fixes comme ça, tu vois. La fille qui veut remodeler la boîte avec ses Non, mais revendications. grave. Voilà. J'étais là. Alors écoute, assieds-toi, installe-toi, je t'en prie, on va discuter. Non, mais tu vois, c'était vraiment ce côté. En fait, je trouvais que c'était hyper infantilisant et moi, ça me correspondait pas. Et en plus, moi, dans le rythme de travail que j'ai, par exemple, je sais que je suis beaucoup plus performante le matin que l'après-midi. Je sais que je peux bosser de 8h à 15h sans prendre de pause, mais qu'une fois que j'ai fait ma pause déj, si tu veux, je suis un peu comme un panda, il y a plus personne après. Donc, D'accord. donc moi, qu'on m'impose une pause déj à midi ou à 13h, ça m'allait pas. Qu'on m'impose de bosser l'après-midi jusqu'à 18h tapante, mais que si jamais j'avais fini de rédiger un article à 17h58, je pouvais pas me marrer, je trouvais ça hallucinant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je te rejoins sur ce point-là. C'est vrai et c'est surtout un trait de caractère de notre génération. On comprend pas vraiment les horaires stricts. Enfin, en fait, même le cadre, c'est même pas que des horaires, en fait, Ouais, hein. C'est vrai ouais, on ouais, a du mal complètement. à Non, puis en s'identifier. plus, donc du coup, il y Et qui avait... tente à s'effacer d'ailleurs. Comment? Ce cadre, il tend à s'effacer. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de startups aujourd'hui qui s'inspirent Ah oui, oui, de complètement. boîtes Après, je pense américaines. que faut voir comment c'est géré aussi, mais je pense que ça peut aussi être un piège, tu vois, ou à l'inverse, si jamais on te donne pas d'horaire, euh, tu peux travailler justement d'autant plus et avoir une espèce de pression un peu sous-jacente, qui est quelque chose que j'ai aussi expérimenté, pas que dans cette boîte-là, tu vois, mais où en fait, si on te laisse plus de liberté, entre guillemets, t'en profites pas, en fait, tu sais ce que je veux dire? Parce que tu culpabilises. Complètement, ouais. Si on met pas de limite, après ça dépend beaucoup du caractère et de la motivation que chacun aussi. Quelqu'un qui veut pas bosser, de toute façon, il bossera pas, voilà, cadre Oui, ou oui, non. c'est sûr. Après, il y a pas mal de boîtes qui tentent des choses, notamment tu vois, au niveau des congés. Je crois que c'est Pop Ouais. Chef qui a fait ça, une start-up dans la food, qui s'inspirait de grosses boîtes américaines où en fait ils ont donné des congés illimités à leurs salariés. Et ils se sont rendus compte de quelque chose de très intéressant, qui est que Ouais. quand tu donnes des congés illimités à tes salariés, ben en fait ils ont tendance à plus travailler. Ouais, Et oui, ils prennent moins de congés que des gens qui auraient que 3 ou 4 semaines. c'est ça, Et complètement. d'un point de vue psychologie, en tout cas, je trouve ça Ouais. super, super intéressant. Et alors pour en revenir à notre sujet, donc du coup ça t'allait pas, t'as imposé tes conditions tout en sachant que de toute façon t'allais partir, t'allais pas continuer avec eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, du coup, lui m'a dit non là-dessus. Il m'a dit, moi, je comprends ton envie. Et il m'a dit, de toute façon, je savais un peu que ça allait arriver parce que voilà, il se rendait bien compte que je me fondais pas à 100% dans le moule non plus. Il m'a dit maintenant, c'est pas quelque chose que je peux faire pour toute la boîte et tu peux pas avoir un comportement de faveur, enfin un traitement de faveur par rapport aux autres. Donc ça n'arrivera pas. Et il m'a dit, par contre, si tu veux, ce que je peux te proposer éventuellement, c'est de continuer à écrire pour nous en freelance. Et là, j'ai dit, ouais, grave. Et j'avais jamais réfléchi à ça. Ouais, parce qu'en plus toi tu partais au Vietnam, comme tu m'as dit, donc Ouais, finalement, ouais.
Je partais pendant un mois et puis bon, de toute façon, je savais que j'avais besoin de ce break-là parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas voyagé, que j'avais quasiment pas pris de vacances depuis un an et tout ça. Mais c'est surtout le côté où il m'a dit freelance. Je me suis dit ah bah oui, trop bien, c'est que de la liberté. Et puis tout le monde dit que ça a l'air hyper compliqué, mais en vrai, ça doit pas être si dur que ça. Banco, j'y vais. Donc je lui ai dit bah écoute, je pars un mois. Quand je reviens, je te rappelle et puis on s'organise ça. Donc je suis rentrée chez moi ce jour-là en annonçant à mon mec que j'avais refusé un CDI pour faire du freelance. Et là, il m'a Il dit devait être content. quoi? Il était un peu vert et bon voilà, je me suis un peu jetée tête baissée dans ce truc-là. Donc je suis partie au Vietnam et quand je suis rentrée, je suis quasiment descendue de l'avion et j'ai rappelé mon ancien patron en lui disant coucou, je suis bien reposée, c'est parti, on attaque le boulot. Et en fait, ça a commencé. Donc j'ai commencé à bosser donc pour ma toute première mission de freelance en n'ayant pas encore monté mon statut, en étant en train de le faire, mais c'était pas du tout finalisé, etc. On s'était pas encore entendu bien sur les prix, on n'avait pas discuté de ça, et moi j'ai commencé à bosser bille en tête en regardant un peu ce qui se faisait en termes de tarifs sur Internet. Et en ayant trouvé des articles, des articles où ils disaient que le prix par article était relativement exorbitant. Donc moi, je m'étais dit, ah bah génial, qu'est-ce que racontait tout le monde? C'est vraiment pas si dur que ça. Et puis là, a priori, je vais me faire des couilles en or et dans un mois, je suis millionnaire, quoi. Sauf que... c'était dans l'idée, quoi. Voilà, mais j'attendais le sauf. J'attends le sauf. Sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et maintenant, on est tous au courant. Et sauf qu'en fait, quand j'ai annoncé mon tarif au mec, il m'a dit, mais tu planes, ma pauvre, tu te prends pour qui? Et en gros, bon, on s'est pas entendu du tout sur le tarif, et ce qui maintenant avec le recul me paraît relativement normal. Et il m'a dit, écoute, je te paye les articles que tu as déjà rédigés à un tarif intermédiaire sur lequel on s'est mis d'accord tous les deux. Mais par contre, arrête-toi tout de suite de travailler parce que ça n'ira pas plus loin. Et pour les tarifs, pour les gens qui nous écoutent, je sais pas si tu peux en parler par rapport à la boîte, mais c'était quoi? Enfin, en tout cas, toi, combien tu demandais? Moi, je demandais 100 € ou 90 €, je sais plus, un truc comme ça, l'article de 500 mots. Ok. Et au final, on s'était arrêté. Je crois que lui me demandait 30. Et honnêtement, je saurais plus te dire à combien on s'était arrêté. Je sais plus si c'était 50 ou 60. Enfin, c'était quelque part au milieu, en tout cas, entre les deux. D'accord. Et les articles, c'était des articles optimisés SEO avec des guidelines, des mots-clés, etc. Ou c'était juste des articles classiques avec une thématique Bah, c'était les deux. C'était sur une thématique. C'était sur le mariage, en fait. Et donc, du coup, j'avais plein, oui, c'était à chaque fois avec les mots-clés, les titres, etc. Voilà. Tout pour le référencement, quoi. Mais c'était pas moi qui m'occupais du référencement. Donc, eux me filaient les mots-clés. Ok, gros, toi, tu rédigeais. Voilà. Ok. Et mais sauf que j'étais rédactrice depuis 5 minutes, quoi, tu vois. Ouais, totale débutante. C'est ça, donc on peut pas dire que j'avais une prétention à demander 100 balles de l'article, et ce qui est d'ailleurs aujourd'hui pas un tarif que je demande, même si je fais quasiment plus de rédaction. Mais donc, on y reviendra effectivement. Ouais. Mais du coup, voilà, j'ai dit non. Enfin, on s'est accordé ce truc-là. Il m'a dit non pour le tarif. Du coup, on a arrêté de travailler ensemble. Et là, ça a été un peu ma première énorme désillusion où je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et tout le monde m'avait prévenu et tout le monde m'avait dit de pas faire ça, surtout que j'étais folle. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai pris cette décision de me mettre en freelance, j'ai eu approximativement 0 soutien de personne. Ouais, c'est fréquent hein, quand on fait quelque chose qui sort un peu du cadre établi, même si ça a tendance à se démocratiser, hein, le freelancing. C'est vrai qu'on a du mal à avoir du soutien. Et alors, je voudrais rebondir sur quelque chose, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent. Tu avais un CDD avant. Est-ce que tu as touché le chômage à la fin de ton CDD et pendant ce temps-là, tu as créé ta micro-entreprise? Ou finalement, est-ce que vu que tu as créé ta micro-entreprise avant, tu n'as pas eu le droit au chômage? Comment ça s'est passé tout ça? Si, j'ai touché le chômage, j'ai pris les indemnisations de fin de contrat et j'ai gardé du chômage pendant tout le temps, pendant 2 ans, je crois, 2 ans et demi. D'accord, ouais, donc c'était pas une décision complètement irrationnelle en mode kamikaze. Non, t'avais quand même un filet de sécurité derrière. Mais complètement, parce qu'en fait, du coup, il y avait d'une part le fait que, comme je te dis, je bossais depuis que j'avais 18 ans, donc en fait, des indemnisations, j'en avais quand même un paquet. Surtout qu'il y avait un moment où je cumulais 2 boulots ou 3 boulots, je sais plus. Enfin bref, j'avais au final vraiment pas mal d'argent de côté de la part de Pôle emploi. J'avais moi-même de l'argent de côté.
J'étais encore chez ma mère, enfin entre chez ma mère et chez mon mec, donc je payais pas de loyer, j'avais pas d'enfants, j'avais pas d'emprunt, j'ai jamais emprunté pour mes études ou pour m'acheter quoi que ce soit. Donc s'il y avait un moment dans ma vie où c'était safe de le faire, bah c'était là quoi. Ouais, c'était à Bah ce ouais, moment-là, et quoi. si tu veux, c'est pas comme monter une entreprise où t'engages des frais de production ou quoi que ce soit. La freelance, c'est juste bon bah si tu travailles pas, bah tant pis pour toi, tu gagnes pas d'argent, mais tu coûtes pas d'argent non plus, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est ça aussi l'avantage quand on se lance en freelance. Enfin, du moins en tant que Dans nos freelance, métiers. voilà, dans le service, Ouais, c'est ça. il y a pas vraiment de coût inhérent à l'activité. Si ce n'est que le dernier épisode, j'ai interviewé Marine, qui est freelance graphiste, et là, effectivement, bah, il y a un peu de matériel à avoir quand même au départ, donc il y a des coûts. Mais sinon, c'est vrai il y a pas de coût à avoir, en tout cas au C'est début de ça, son activité. Ouais. exactement. Donc du coup, voilà, c'était un peu l'entrée dans le grand bain et en fait pendant à peu près un an, j'ai continué à faire. Donc j'ai quand même finalement réussi à retrouver des missions relativement rapidement. Et pendant ce temps-là, en attendant de trouver des missions, tu vois, au début j'en trouvais une par-ci, une par-là, machin, ça me faisait 50 balles par mois. Bon bah ça me permettait de m'acheter un sandwich, c'était la vie. Ok. Et pendant ce temps-là, j'ai créé un blog de cuisine. Donc pour un peu passer le temps et en même temps me donner l'impression d'avoir une vraie occupation, etc. Donc j'ai monté mon blog sur lequel j'avais un peu des articles de voyage, des articles de recettes et des critiques de resto. Et j'ai commencé à me dire que je voulais bien vraiment bosser dans la bouffe parce que c'était ce qui m'animait depuis toujours. Quand je travaillais, à un moment, j'avais bossé un peu chez Apple, j'animais des ateliers de cuisine là-bas, on organisait des déjeuners. Enfin, j'ai toujours été un peu guidée par ça dans ma vie, tu vois. Apple fait des ateliers de cuisine. En interne. D'accord, c'est bon à savoir. C'est secret, mais au sous-sol, effectivement, avec une copine, on organisait une journée tacos. On faisait des tacos pour tout le monde, on faisait un gâteau pour 40 personnes. Et alors, juste avant qu'on continue sur cet aspect cuisine via le blog, tu disais tout à l'heure que tu avais trouvé tes premières missions en tant que rédactrice par-ci par-là. Comment tu les as trouvées justement, tes premiers clients? Comment tu... C'était sur Malte. C'était tout de suite, en D'accord, fait. tu t'es inscrite directement Ouais, sur en fait, Malte. c'est mon copain qui avait été freelance il y a longtemps, qui l'est plus du tout aujourd'hui, mais il l'avait été brièvement. Et il était passé par Malte à ce moment-là. Et du coup, en fait, je me suis inscrite dessus dès que j'ai créé mon entreprise. Et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à trouver des missions. Donc, ce qui n'était pas toujours les missions qui m'intéressaient le plus, tu vois. Parfois, c'était juste retranscrire par écrit, je sais pas, un podcast ou un truc comme ça. Parfois, c'était des articles sur le BTP. Parfois, c'était des articles sur la médecine. Donc, on va pas se mentir, c'était pas des sujets qui m'excitaient franchement, mais c'était un peu mieux payé à chaque fois, avec un peu plus d'envergure à chaque fois, un peu plus de boulot en fait à chaque fois. Et mine de rien, ça me permettait déjà de progresser en rédaction, de m'affirmer dans ce que je voulais faire et dans surtout ce que je voulais plus faire. Et Ouais. Puis en tant qu'indépendante aussi, par rapport à tes capacités, j'imagine. complètement, ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, je pense que tout le monde, quand on se lance, passe par une première phase où tu te dis, tu vois, quand tu cherches du boulot, en fait, tu passes d'un emploi de salarié où tu es avec des collègues toute la journée, des horaires fixes, etc., un cadre, à mine de rien, en fait, d'un coup, tu es tout seul chez toi. Si t'as pas envie de sortir de ton lit le matin, tu sors pas. Du coup, moi, j'en sortais pas. Du coup, je trouvais que j'étais qu'une merde et j'étais toute seule toute la journée. Puis, tu contactes des tonnes de personnes et puis personne te répond. Et bon, ça devient un peu éprouvant à la longue. Et moi, je sais que ça a vachement chamboulé la confiance que je pouvais avoir en moi. Et du coup, c'est vrai qu'à l'inverse, quand j'ai recommencé quand j'ai commencé à avoir des missions, quand je voyais que les gens étaient contents, c'était hyper gratifiant, tu vois. Ah, c'est sûr, c'est un vrai changement. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux limites aussi. Quand tu passes en freelance, bah, t'en as plus aucune. Finalement, t'as plus aucun Mm. cadre. Le seul cadre qui existe, bah, c'est celui que tu t'imposes. C'est ça. Et c'est vrai que je pense que c'est important de trouver des missions assez rapidement dans ce contexte-là. Euh, Après, tous mes invités me disent qu'ils ont trouvé par des plateformes style Ouais. Malte ou autre, donc ça prouve que ça marche déjà. Et par rapport aux tarifs affichés sur Malte, du coup, t'as retenté les tarifs dont tu m'as parlé tout à l'heure ou comment? Finalement tu t'es adouci un petit peu? Bah non, parce que tu sais, Malte, en fait, c'était un tarif à journée. Et du coup, comme en fait, ce que je prenais, c'était des missions directement à la journée, je m'arrangeais, je crois, pour que ça colle. À vrai dire, je me rappelle plus exactement, mais je crois que je m'arrangeais pour que ça colle à ça. Après, honnêtement, les deux premières missions en fait que j'ai eues, les vraies, c'était un mec qui m'avait donc demandé de retranscrire un truc audio à l'écrit.
Donc ça, bon, bah, j'allais pas le charger 100 balles pour l'article, tu vois, ça faisait un peu beaucoup. Ouais. Et le deuxième, c'était un type qui avait un site d'architecture qu'il avait créé sur Squarespace et qui m'a dit j'aime pas du tout le design, mais j'aime bien le design de votre blog et en gros, je veux que vous me fassiez la même chose. Donc là, j'étais D'accord. là, ok. Alors, je suis pas du tout UX designer, mais écoute, pourquoi pas. Faut toujours dire oui. On te demande, tu Exactement, dis oui, c'est et puis ça. après, tu te C'est débrouilles. ça. Donc du coup, bah je l'ai fait. Puis en fait, là, pareil, je l'ai pas facturé comme j'avais prévu de facturer mes trucs de mes missions de rédaction. Et surtout, c'était très dur de le facturer parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir aucune légitimité. Tu vois, Ouais, je normal, savais c'est que ça pas rentre de l'utiliser. l'imposteur. Bah voilà, complètement. Et d'ailleurs, je crois que t'en parlais avec Julie dans ton premier podcast de ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Qui est hyper lourd parce qu'en fait le mec te paye pour un travail que tu vas faire, mais dans la mesure où moi je me sentais pas capable de faire ce travail-là et que fondamentalement je l'étais pas, en fait j'ai appris sur le tas en même temps, tu vois. Du coup, genre qui me paye pour que j'apprenne à faire un travail pour lui, ça me paraissait complètement surréaliste en fait. Bien sûr. Alors qu'en fait, ça arrive assez fréquemment, hein, finalement, quand on y pense, tout ça. Bah oui, complètement. Mais en fait, je me Ouais. suis dit, et c'est comme dans la vraie vie, quand tu postules à un emploi, quand tu rentres dans une boîte, enfin dans la vraie vie, dans le monde salarié, t'as jamais 100% des compétences. Parce qu'en fait, sinon, tu t'ennuierais le deuxième jour, quoi. T'es là pour apprendre aussi. Bien sûr, non, ça fait partie de la courbe d'apprentissage, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs que tu t'ennuies pas dans un job, c'est que tu es toujours en train Eh d'apprendre. oui, c'est ça. Ok, et du coup, tu me disais que tu avais créé un blog en parallèle de tes premières missions, c'est ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, à ce sujet? Ouais, du coup, donc voilà, donc du coup, j'ai fait un WordPress tout simple avec mes 3 catégories, resto, voyage et recettes. Et j'ambitionnais, plus ça avançait, et depuis un bout de temps déjà, donc de me mettre vraiment en rédaction culinaire. Donc j'avais pour projet d'intégrer soit une boîte comme Le Fooding, soit Time Out, soit je sais pas d'autres médias un peu comme ça, tu vois, soit d'écrire pour plusieurs personnes à la fois, etc. Et je voulais prendre ce site internet-là en fait comme portfolio, comme vitrine de ce que je faisais déjà, de ce que je savais du milieu, etc. Tu vois. Ouais, ce qui est une très bonne technique d'ailleurs, une technique que je recommande. Il faut toujours montrer ses compétences, son savoir-faire, ça permet d'asseoir son autorité et ça peut se faire par n'importe quel Mhm. canal, hein. Instagram, un compte, enfin un site Bah c'est ça. WordPress, voilà, Ah ouais, c'est complètement. hyper important, c'est une sorte de CV Bah en c'est ça en ligne. fait, c'est exactement ça. Je voulais que ce soit un CV en ligne, donc j'avais déjà un Instagram, enfin sur lequel j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'être active de façon régulière, etc. Et puis là j'avais envie de développer vraiment des vrais articles parce que du coup j'avais besoin de me prouver aussi que je savais écrire, tu vois, et pas juste faire de l'image. Donc ça a été un échec total. Et, rentrer dans des médias culinaires, en fait, ça ne se fait pas juste comme ça, avec plein de bonne volonté et d'espoir. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc du coup, ça, j'ai été un peu recalée de ce monde-là assez rapidement et assez durement parce qu'en fait, j'ai contacté, je sais pas combien de personnes, mais à peu près tout le monde pour leur dire coucou, je veux bosser. Je veux écrire, je veux faire des tests, etc. Et je pense qu'il y a 3 personnes qui m'ont répondu et qui m'ont soit rencontré de visu, soit par téléphone, tu vois. Quand tu dis que tu contactais les gens, c'était par LinkedIn ou par email ou tu faisais des candidatures spontanées au Non, sein des ouais, plutôt des boîtes? candidatures spontanées. Parfois, les gens que j'arrivais pas à trouver sur LinkedIn ou sur leur site internet directement, je pouvais leur écrire sur Instagram aussi. J'ai un peu multiplié les canaux. T'as vraiment forcé, mais et c'est très bien, hein, Ouais, c'est ce grave. qu'il faut faire, hein. Bon là ça a pas forcément fonctionné comme tu voulais, mais c'est hyper important Bah, de le c'est ça. faire. Je pense qu'après, c'est aussi par rapport à ce milieu-là que ça n'a pas marché parce que je pense que c'est un milieu qui est un peu fermé, qui a tendance, qui peut être un peu élitiste. Tu vois, je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. Et t'avais quoi comme type de refus? C'était des vrais refus ou juste les gens ne répondaient pas à tes sollicitations? Non, quand j'avais des refus, j'avais de la chance. Globalement, D'accord. c'était plutôt une absence totale de réponse. Ok, ouais, Ce qui du coup, ouais, l'invisibilité, rend le truc en termes d'estime de soi, t'es un peu là, ok, je vais m'accrocher. j'imagine. Mais il y a quand même eu 2, 3 personnes, notamment 3 influenceuses qui étaient assez connues et très réputées dans ce monde-là, qui en fait elles ont pris du temps pour me répondre, etc. Et où si tu veux, ça m'a vraiment donné vachement d'espoir et de courage pour continuer, tu vois, parce que je me suis dit ok, si ces nanas-là m'encouragent,
c'est que tout n'est pas perdu et que voilà quoi, je vais continuer. Donc en plus, tu vois, j'allais à tous les événements, j'allais à tous les restos, j'essayais de sortir un maximum. Donc autant dire que Pôle emploi m'a nourri concrètement pendant un an. J'imagine très bien, ouais. J'imagine. J'ai vraiment cramé mon chômage dans des restos, c'est un peu honteux. Mais bon, voilà, ça faisait partie aussi de ce que je considérais être mon boulot et j'avais un peu ce côté fake it till you make it, tu vois. Tant qu'on ne te donne pas du boulot, bah fais genre t'en as un et puis bon, bah tu finiras bien par en avoir un pour de vrai, quoi. C'est la mentalité à avoir, hein, de toute façon. Bah c'est ça, en tout cas pour moi, je sais que j'avais pas d'autre option, quoi. Ouais, donc t'es vraiment allé, t'as pris ton courage à deux mains, t'as contacté les gens et puis advienne que pourra, on verra bien ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et alors, je t'ai invité sur le podcast parce que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, tu es styliste culinaire. Alors, du coup, tu peux nous expliquer comment ça s'est débloqué la situation? Et ben en fait, je me suis dit, ok, puisque personne n'a envie de me donner de travail, je vais me donner du travail toute seule. Donc, je vais écrire un livre de recettes. Et ça faisait assez longtemps que j'avais un peu ce projet-là. Et voilà. Et en fait, par Instagram, il y a une femme qui a commencé à me suivre. Et en allant sur son profil, je me rends compte qu'elle est styliste et auteure culinaire surtout. Je vois donc qu'elle a publié des bouquins et tout. Je me dis, ah, trop cool, machin. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit voilà comment ça se passe pour écrire un bouquin. Moi aussi je voudrais faire ça. Est-ce que c'est comme pour un roman, tu fais ton manuscrit, tu l'envoies à une maison d'édition et puis boum, si t'as de la chance c'est pris et sinon tant pis. Et elle me dit ah non c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est le livre de recettes c'est plutôt en fait un milieu de niche dans la littérature donc il faut vraiment être styliste culinaire, c'est une profession. Il faut avoir un binôme photographe idéalement. Et en fait, c'est plutôt les maisons d'édition qui viennent te démarcher, etc., machin. Donc moi, je dis, ah bon, ok, je savais pas, machin. Et je sais pas comment on discute. En fait, en discutant, on se rend compte qu'on habite à littéralement 5 minutes l'une de l'autre. Ok, ouais, la coïncidence. La coïncidence de dingue. Et du coup, je crois que c'était même le jour même ou le lendemain, on se dit, bah écoute, allons prendre un café, puis on en discute de vive voix, quoi. Donc on se retrouve dans un café à côté de chez nous et puis là elle m'explique son métier, elle m'explique qu'en fait elle cuisine toute la journée, qu'elle photographie ses plats, que son travail consiste en choisir aussi la vaisselle, choisir des fonds photos, créer des ambiances, que elle change régulièrement de collègues en fait puisqu'elle travaille avec plusieurs photographes, avec plusieurs clients différents, etc. Et en fait en l'écoutant je me dis mais en fait c'est ça que je veux faire depuis 10 ans. Je m'étais pas rendu compte, personne ne m'a jamais parlé de ces métiers, genre au forum de l'orientation en troisième, tu vois, mais c'est juste le meilleur. La révélation. Mais complètement, enfin vraiment, j'ai vécu une espèce d'épiphanie où je me disais, mais c'est dingue que ce métier existe et que je m'en sois même pas rendu compte avant. Et c'est ça que je veux faire absolument. Donc j'ai passé 3 heures avec elle où donc elle me raconte vraiment les tenants et les aboutissants de ce métier. Elle me raconte tout de suite ce qui peut être un peu négatif. Elle me donne des noms de personnes à contacter éventuellement pour les assister. Et surtout, elle m'explique qu'il n'y a pas de formation à proprement parler. Que en fait, soit tu peux faire une école de cuisine, mais tu peux aussi faire une école de communication ou machin. Aujourd'hui, je crois qu'il existe une formation de design culinaire à Duperré, mais je suis même pas sûre que ça existait il y a 3 ans. Et donc, elle me dit en fait, pour se former, il faut assister. Il faut assister, et voilà, tu vas apprendre sur le tas, quoi. Je dis ok, super, très bien. Je rentre chez moi, j'ai sorti de mon étagère dans ma cuisine tous mes bouquins de recettes. J'ai pris tous les noms des stylistes culinaires qui étaient du coup en fait le petit nom sur la couverture, c'est pas forcément l'auteur ou quoi, c'est donc aussi la styliste culinaire. Et là, je suis allée fouiller sur internet, je suis allée récupérer tous les numéros de téléphone, toutes les adresses mail et j'ai recommencé mon forcing de l'extrême. Toujours la bonne méthode. Ouais, c'est ça, mais qui cette fois a fini par payer. Ah mais je suis convaincu que ce que tu as fait, c'est la bonne méthode, hein. Quand on veut travailler dans un domaine, ou en tout cas quelque part, il faut aller se retrousser les manches et puis contacter, quitte à faire un petit peu de forcing, contacter les bonnes personnes, ce que tu as fait hein, d'ailleurs, hein, pour justement montrer qu'on est motivé. Bon après, il faut qu'il y ait une cohérence dans le projet, bien sûr, hein, mais je pense que c'est indispensable. Bah carrément. Et puis en fait, au final, d'ailleurs, en découvrant ça, je me suis rendu compte que ça m'excitait beaucoup plus que d'aller écrire pour le fooding, tu vois. Où finalement, je suis même pas sûre que ça m'aurait tellement correspondu. Donc, je pense que vraiment, la vie est bien faite. Et j'ai envoyé des tas de messages à, pareil, ouais, je sais pas, peut-être une trentaine de stylistes culinaires, quelque chose comme ça. Et il y en a une qui m'a répondu.
et qui m'a dit bah écoute, je trouve que ton mail est super chouette, ça me donne envie de te rencontrer, viens bosser avec moi sur un tournage, ce sera un tournage de pub. Génial. Donc trop bien. Je lui dis bah ouais carrément. Elle me dit je te préviens par contre on commence à 7h et notre cuisine, il y a pas de place à l'intérieur de la maison donc on sera en extérieur et on était en janvier. Super. Et puis en région parisienne, j'imagine. Et PS, t'es pas payé. Super. Je me dis Bon, après, il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. J'y vais à la dure. Trop contente de découvrir ce taf, machin. Donc j'arrive et c'était génial, en fait. C'était incroyable. Et en plus, du coup, c'était un tournage de pub. Donc vraiment, c'était un plateau, quoi, tu vois. Donc avec 1000 techniciens, des caméras partout et tout. Et il se trouve que moi, ma mère est comédienne. Donc j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite sur des plateaux télé et des plateaux de cinéma. Et que j'étais plus retournée depuis que j'étais au collège, tu vois. Elle m'emmenait juste avec elle quand les écoles étaient en grève et qu'il y avait personne pour me garder, quoi. Mais en fait... D'accord, ouais, t'allais voir maman qui faisait des tournages. C'est ça, tu vois, j'allais voir maman jouer et puis j'étais là dans un coin et en fait, là, d'un coup, de me retrouver à nouveau, genre 15 ou 20 ans plus tard sur un plateau de pub, enfin de cinéma un peu, et qu'en plus, surtout, cette fois-ci, je servais quelque chose, ce qui est quand même pas anecdotique. C'était super, quoi. C'était vraiment génial. Et donc, du coup, j'ai assisté elle. Et j'ai assisté deux autres femmes qui m'ont prise avec elle et qui, elles, pour le coup, bossaient beaucoup plus dans l'édition. Donc, pour des livres de cuisine et des magazines de cuisine. Et en fait, c'est là aussi où je me suis rendu compte que on appelle deux métiers par le même nom, styliste culinaire, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Alors voilà, c'est ce que j'allais te demander pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le stylisme culinaire? Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment on peut définir le stylisme culinaire? Ouais. Bah en fait, du coup, c'est vraiment deux boulots. T'as d'un côté le styliste culinaire, pub, vidéo. Donc ça va être des spots télé pour des grandes marques, tu vois, pour Panzani, Domino's Pizza, etc. Donc ça, c'est des spots qui vont durer, je sais pas, 1 minute 30. Et nous, notre travail là-dessus, c'est uniquement la mise en beauté du produit. Donc, il faut que la sauce tomate, elle ait pile le bon nombre de petits grumeaux de tomates, pile le bon nombre de feuilles de thym cachées dedans, que la tomate ait la bonne couleur, que ceci, que cela, la bonne texture, que quand on soulève une cuillère, ça tombe de la bonne façon dans l'assiette. Mais le goût, quelque part, on s'en fout royalement là-dessus, tu vois. Ouais, c'est l'apparence qui compte en fait. Et est-ce que du coup il y a des grands principes, des guidelines, des choses un peu reconnues dans le métier? La sauce tomate, elle doit être de ce rouge-là, ou est-ce que c'est finalement le client qui décide? Ouais. Non, ça c'est le client qui décide. En fait, quand tu prépares une pub, ça se fait un peu en amont et du coup, tu as des rendez-vous avant avec les clients, l'agence, etc., où tout le monde se met d'accord sur ce que surtout le client veut, la façon dont il veut représenter son produit, etc. Et ça se fait avec la styliste culinaire pour qu'elle puisse dire aussi ce qui est possible de faire ou pas, tu vois. Parce que parfois, les clients veulent quelque chose et c'est physiquement pas possible, tu vois. Et notamment, Ouais, mais ça c'est souvent, hein, c'est pas que dans le oui, non, stylisme c'est vrai. culinaire. C'est dans tous les métiers. Mais du coup, donc voilà, donc t'as cette partie-là qui est vraiment basée sur le physique, l'apparence, et qui du coup concrètement dans le travail relève pour moi, tel que je le vois en tout cas, beaucoup plus de la physique-chimie que de la cuisine, tu vois. C'est-à-dire que tu vas travailler la matière, il faut que tu connaisses ta matière en fait pour savoir combien de temps, par exemple, ta viande, elle va rester croustillante et un peu brillante, combien de temps ta pâte, elle va rester jaune, si elle va devenir blanche ou pas, si elle va... Enfin, voilà, tout un tas de trucs comme ça qui sont vraiment plus... Ouais, c'est une vraie science, Voilà, quoi, c'est ça. que tu apprends avec l'expérience, j'imagine, en plus. Bah oui, complètement. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais vu trop un manuel de ça. Et du coup... Il y a peut-être une idée, là. Comment? Ouais, c'est... Prochain livre. Mais t'es fou, on fera pas un livre où on dévoilera nos secrets, jamais. Dommage, comme les magiciens. Et l'autre branche de ça, du coup, c'est le stylisme culinaire, donc édition, presse, etc. Donc où tu travailles pour des magazines comme À la table, pour Régal, Saveur, ou pour des maisons d'édition comme Larousse, Hachette, La Plage, La Martinière, etc. Et là, non seulement tu fais la mise en beauté des plats, donc il faut que ton plat évidemment ait l'air appétissant, mais en plus c'est toi qui cuisines le plat, c'est toi qui as choisi la vaisselle, c'est toi qui as choisi le fond photo, qui a créé l'ambiance, etc. Et en plus de ça, il faut que son plat soit bon, parce que dans les 3 quarts du temps, c'est aussi toi qui as écrit la recette,
Et si ta recette, elle marche pas, bah, en fait, les gens, quand ils vont la refaire chez eux, ce sera de ta faute si c'est pas bon, quoi. Ouais, donc là, il y a vraiment une dimension en plus, contrairement au stylisme dont on parlait tout à l'heure, où le goût, on s'en fout. Là, par contre, c'est vraiment important et tu peux pas tricher, quoi. Faut que ce soit bon aussi, C'est quoi. ça, exactement. Et là, pour le coup, tu vois, il faut savoir, pareil, il faut que tes quantités, elles soient correctes. Donc, tu mets pas, une cuillère à soupe de cumin, tu mets vraiment une cuillère à café, et ça, tu le dis dans ta recette. T'es vraiment beaucoup plus sur l'aspect cuisine, pour le coup. Du coup, l'aspect physique-chimie, bon, bah, il existe plus du tout, en fait, là-dedans. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus, du coup? Bah, moi, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Parce que de même que j'ai besoin de changer d'environnement régulièrement et de rencontrer des nouvelles personnes régulièrement, etc., j'ai besoin que l'essence de mon travail change aussi régulièrement. Et surtout, les deux ont leurs avantages et, et leurs inconvénients. Et par exemple, le stylisme culinaire, presse et édition, c'est beaucoup plus créatif. Donc quelque part, c'est plus sympa parce que tu peux t'éclater, tu rajoutes des petites herbes, machin, tu vas découvrir au passage une nouvelle texture, un nouvel assaisonnement, puis tu vas dire ah bah super, je modifie la recette. C'est toi qui choisis toute la vaisselle, donc souvent ça se fait dans des assez jolies vaisselles de céramistes avec des beaux linges de table, tu as du lin, des choses comme ça. Donc tu t'éclates vraiment visuellement. Après, l'envers du décor de ça, c'est que quand tu es de ce côté-là, c'est à toi d'amener tout le matos. Donc, au-delà de tous les ingrédients que tu vas utiliser et de tout le matériel de cuisine, quand tu tournes pas dans une cuisine équipée, c'est surtout à toi d'amener toute ta céramique, toutes tes assiettes, etc. Ouais, il y a une vraie logistique à prendre en Une compte. logistique, mais de malade mental, tu vois. Sachant que sur un tournage de pub, alors effectivement, c'est beaucoup moins créatif et parfois c'est plus difficile et tu as des contraintes clients qui sont plus strictes, mais tu t'occupes uniquement de la partie bouffe et du coup, tu vas travailler en collaboration avec un ou une chef déco qui se charge d'amener la vaisselle, les fonds, le décor, etc. Et toi, tu es vraiment uniquement concentré sur ce qui se passe dans l'assiette. Donc, tu as une logistique aussi à régler en termes notamment d'ingrédients, de comment est-ce que tu vas organiser ton temps pour cuisiner tel ou tel plat. Mais quelque part, moi, je trouve que c'est quand même moins lourd. Et même physiquement parlant, concrètement, c'est moins lourd, tu vois, Très bonne blague. que de trimballer avec 8 tonnes de céramique. Mais donc voilà, donc c'est vraiment chaque dimension a ses avantages et ses inconvénients. Et moi, j'aime bien cet équilibre un peu des deux, tu vois. J'aime bien avoir un tournage de pub où c'est ultra intense pendant 3 jours. Tu vas faire des journées. Là, j'en ai fait un la semaine dernière. Bon, c'était particulièrement intense, mais on a fait genre 7h, 22h, tu vois. Ah oui, c'est très gros horaire quand Bon, même. j'ai cru que j'allais crever. J'ai pleuré à la fin du tournage. Ah Mais mince, ouais, tu mais pleures pas à c'était chaque quand même... tournage quand même. Non, 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 non. Mais par contre, commencer à 7h, c'est plutôt régulier. C'est une horaire normale pour commencer un tournage de pub. Et c'est vrai qu'il y a cette intensité, il y a une espèce d'émulation sur les plateaux de tournage qui est géniale, tu vois, qui moi m'excite à fond et qui en même temps bah, est très fatigante. Et effectivement, je pourrais pas faire ça tous les jours, tous les mois, tu vois, parce que c'est trop fatigant. Donc du coup, alterner en fait entre les deux, moi c'est vraiment un équilibre qui me convient parfaitement. Et surtout que on va pas se mentir, il y a aussi un aspect financier qui est que pour moi faire uniquement de l'édition, ce serait pas forcément envisageable, sachant que la pub c'est quand même entre 3 et 10 fois mieux payé, quoi. Ah oui, il y a une vraie différence par Ouais. rapport à ça. Et je rebondis du coup par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu aimes bien alterner, tu es toujours un petit peu rédactrice à tes heures perdues ou là tu as complètement arrêté cet aspect-là de ton activité? Ça m'arrive encore de temps en temps, mais maintenant je sélectionne vraiment les sujets sur lesquels je travaille. Et la dernière fois que j'ai accepté des missions de rédaction bon, qui m'intéressaient pas forcément, c'était parce que je partais en voyage et que je partais pendant 1 mois et demi et du coup j'avais besoin de quand même continuer à faire rentrer un peu d'argent, donc j'ai décidé de voyager depuis l'étranger et pour ça j'ai accepté des missions. Mais sinon maintenant quand j'écris c'est vraiment essentiellement sur la cuisine. Donc cet été par exemple j'ai fait encore un peu de rédaction pour quelqu'un qui montait un bar à salade et donc je lui ai fait de la création de recettes. Là je vais peut-être travailler avec une marque pour leur blog, donc sur la rédaction aussi. Donc c'est pas complètement abandonné. Mais disons que Mais c'est bien réduit quoi. voilà, c'est vraiment largement réduit. Je pense qu'aujourd'hui, ça constitue à peine 10% de mon activité. Ok, et de ce que je comprends, aujourd'hui maintenant tu as le luxe de pouvoir choisir tes missions, c'est ça? Ouais. Ouais, comparé à avant où là Pas tous les c'était... mois non plus. Ok, Parce d'accord. que c'est vrai que surtout depuis le Covid,
Je suis devenue un peu moins regardante. Mais non, c'est vrai que je pense que j'ai aussi la chance de travailler dans un secteur qui a été peu ou pas touché, en fait, par cette crise sanitaire. La pub, si tu veux, tout le monde en a toujours besoin. Les gens, d'autant plus depuis qu'on est confinés, en fait, ils font que cuisiner chez eux. Donc, les livres de cuisine, c'est pas mort non plus. Ouais, c'est vrai, bah, moi je le vois, hein, pour le premier confinement, ma copine, elle a énormément cuisiné, un peu moins pour le deuxième, mais au premier, ouais, énormément. Bah, c'est ça, en fait. Je pense que comme tout le monde, nous, pendant le premier confinement, enfin, je dis nous, c'est dans notre milieu, on a été arrêtés aussi. Donc, pratiquement tous les tournages ont été suspendus, etc. Et en fait, dès le déconfinement, dès le 11 mai, on a quasiment plus arrêté de travailler, tu vois. Et la rentrée a été un peu plus soft et même anormalement soft. Mais depuis, en fait, tu vois, moi, je suis rentrée de vacances, j'ai un peu paniqué parce qu'en septembre, j'ai bossé 3 jours. Je me suis dit, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fini. Et puis en fait, dès le 28 septembre jusqu'à dans un mois et demi, j'arrête pas. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. D'accord, ouais, t'as eu un petit creux. Et là, maintenant, tes missions de stylisme culinaire, elles proviennent d'où? Parce que sur Malte, il me semble pas qu'il y ait de catégorie stylisme culinaire, non? Non, il y en a pas. Bah, c'est que du bouche à oreille. D'accord. Donc le Donc, point de départ, en fait, ça a été les gens que tu as contactés au début, et maintenant, bah, l'activité est lancée, et donc bah, ça s'entraîne. ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un très petit milieu. Donc, dans la pub vidéo, spot télé, etc., je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes en France, en tout cas à Paris. Ah oui, c'est vraiment très C'est petit, très ouais. très très petit. Et sur l'édition, presse, etc. En France, je pense qu'il y en a peut-être, il y en a un peu moins d'une centaine, tu vois. Ouais, donc ça reste réduit quand même. Ouais, ça reste très réduit. Et donc, du coup, en fait, tout le monde se connaît un peu. Tu vois, moi, j'ai été formée par deux nanas qui ont elles-mêmes ont été formées par deux nanas. Il y a une espèce de côté transmission de savoir un peu qui se passe comme ça. Et tout le monde, finalement, bosse un peu avec les mêmes stylistes, machin. Puis, tu bosses avec les mêmes photographes. Puis, les photographes te recommandent à des photographes si ça se passe bien et tout ça. Et donc ça tourne comme ça, en fait, tu vois. Et moi, là, D'accord, il y a une... Non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. moi, je continue en fait encore à assister des gens parce que justement, j'ai envie de continuer à étendre mon réseau et de pas me retrouver cantonnée forcément à un seul type de projet. Et j'ai envie de diversifier un peu, tu vois. Bien sûr, bah, surtout si le milieu est restreint, autant se faire un beau carnet d'adresses, en tout cas le plus gros carnet d'adresses possible, quoi. Et quand tu as contacté ces gens, alors je suis désolé, je reviens un tout petit peu en arrière, mais quand tu les as contactés pour leur dire, voilà, je veux travailler dans ce milieu, quelles ont été leurs réactions? Est-ce que c'était plutôt des réactions bienveillantes, ou finalement peut-être un peu de méfiance, ou des réactions, je sais pas, un peu Euh, hard peut-être? non, franchement, j'ai eu aucun refus hard. J'ai eu quelques absences de réponse, évidemment. Mais en fait, globalement, non, globalement, c'est un milieu qui est hyper bienveillant. Donc, je te dis, la toute première réponse que j'ai reçue, c'est une réponse de la part d'une styliste donc américaine. Du coup, j'ai trouvé ça marrant que ce soit une anglo-saxonne qui soit la première à me répondre. Ok. Et de façon en plus aussi chaleureuse. Et elle m'a dit, ah, mais génial, j'adore ton mail, t'es pleine d'entrain, pleine d'énergie. Et c'est elle qui m'a proposé de venir l'assister sur le premier tournage que j'ai fait, tu vois. D'accord, c'est grâce à elle que tout a commencé en fait. Bah, complètement, c'est ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à travailler beaucoup avec elle parce que le temps de formation il y a ça aussi que j'ai oublié de dire, mais le temps de formation, en fait, sur du stylisme culinaire pub et sur du stylisme culinaire presse et édition est pas du tout le même. Parce que le travail demandé, et quand je dis pub, je parle vraiment de spot télé, tu vois. Je parle pas forcément de pub Instagram ou campagne comme ça. Je parle vraiment de choses qui sont extrêmement dans le détail. Et en fait, t'arrives pas à un niveau d'expertise aussi rapidement, tu vois. Le niveau d'exigence n'est pas le même non plus. Donc du coup, voilà. Mais pour revenir aux réactions des autres stylistes, en fait, globalement, elles m'ont appelé toute la première fois quand elles avaient besoin d'être dépannées parce que soit elles avaient d'un coup plus d'assistantes parce que leur assistante elle-même avait arrêté d'être assistante et commençait à travailler toute seule, soit parce que on leur avait calé un shooting du jour au lendemain puis en fait elles se rendaient compte que la charge de travail était trop grosse, machin. Donc à chaque fois elles m'ont dit en gros bah viens bosser avec moi une journée genre gratuitement pour voir comment tu travailles et puis après si ça se passe bien bah je te recontacterai puis on retravaillera ensemble. Et à chaque fois ça s'est bien passé et en fait à chaque fois elles m'ont recontacté et à chaque fois elles m'ont payé aussi. Donc D'accord. ça, et en vrai, genre, j'en rigole, mais ça, c'est vraiment pas un détail parce que c'est
une grosse chance de réussir à être payé dans les 2 premières années quand tu fais ce métier-là. Et pas mal de filles avec qui j'ai bossé m'ont dit en fait sur leur toute première mission d'assistanat, soit elles étaient encore en mi-temps à côté, soit bon je sais pas comment elles se débrouillaient, mais en tout cas elles bossaient gratos. Et c'est vrai que moi ça m'est arrivé, je pense 3 fois de bosser gratuitement, tu vois. Ouais, quand même. Bon, après, si c'est la norme, entre guillemets. Oui, voilà, c'est Puis de ça. toute façon, c'est souvent ça, quand il n'y a pas de formation, Bah, c'est finalement. ça, en fait. Tu vois, moi, j'ai toujours considéré que c'était mon apprentissage et il y a encore des missions que j'accepte aujourd'hui qui peuvent être très, très mal payées. Mais en fait, moi, ce que je regarde, c'est pas tellement combien je vais gagner parce que sur une autre mission, je peux avoir gagné beaucoup, donc je peux me permettre aussi d'accepter des missions mal payées. Mais je regarde vraiment la plus-value, en fait. Tu vois, est-ce que je vais T'es bosser payé avec en expérience, finalement. Oui, voilà, ouais, il y a de ça, mais du coup, parfois, tu vois, je te dis, genre, je vais pas avoir de boulot de prévu pour une semaine. Quelqu'un me propose de l'assister sur, je sais pas, un bouquin, par exemple, sur un sujet que j'ai jamais fait avec une photographe que j'ai jamais rencontrée. Et elle va me dire, bah voilà, c'est mal payé, mais est-ce que tu veux venir? Et puis, bah si j'ai rien d'autre de prévu, et si potentiellement, bah je rencontre des gens. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est avec une nouvelle maison d'édition que je connaissais pas avant et du coup ça me permet encore de développer mon réseau. Dans ce cas-là, bon bah oui, bah même si je suis mal payée, en fait la plus-value est pas juste l'argent, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, non, mais c'est la bonne mentalité à avoir. Quand on débute, faut surtout pas se focaliser sur l'argent, parce que de toute façon, c'est pas comme ça qu'on progresse. C'est ça. Et du coup, une question, aujourd'hui, quelle est la part d'assistanat versus missions qui te sont confiées à toi au sein de ton activité? Euh, Bah je dirais 50-50. D'accord, ouais, vraiment Ouais, moitié-moitié, ok. ouais. À la fois en termes de temps et en termes de salaire, parce qu'en fait, je pense que je bosse peut-être un peu plus encore en tant qu'assistante, mais je gagne beaucoup mieux ma vie en tant que non-assistante, tu vois. Du coup, ça s'équilibre comme ça, en fait. Ok. Et dernière question, tout à l'heure, tu me parlais d'un livre. Ça en est où ce projet? Il en est où, le livre? Est-ce que tu as commencé la rédaction? Ah, ah, ah. Il est dans le pipe, comme on dit. Ouais, En gros, j'en ai écrit une partie, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Maintenant, j'ai pas eu de réponse positive encore. d'accord. Je sais pas si ça arrivera. Je dis pas encore parce que j'espère, je te dis pas. Mais du coup, comme je te disais tout à l'heure, en fait, les maisons d'édition suivent un calendrier de publication qu'elles ont déjà. Et donc, quand elles sortent des bouquins de cuisine, en fait, bah, elles appellent le photographe ou la styliste culinaire pour lui dire, voilà, on a tel projet à telle date, parce qu'il doit sortir à telle date, est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Mais en fait, c'est assez rare que tu puisses débarquer avec un projet et que la maison d'édition te le prenne directement, tu vois. Euh, Encore plus quand t'es un peu un bébé styliste comme moi et que personne connaît trop la valeur de tes recettes, ils savent pas trop s'ils peuvent te faire confiance ou pas, etc. Donc du coup voilà. Bon, pour l'instant, je sais pas trop où ça en est. J'ai contacté des gens. Enfin voilà, il est un peu dans la nature. Si ça intéresse quelqu'un, tant mieux. Mais si jamais c'est pas le cas, j'avoue que ça va pas non plus trop me bouleverser, quoi. Ouais, t'as ton projet principal de toute façon, donc celui-là, ça reste vraiment un side project, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, puis en plus, je pense que le projet de bouquin que j'ai, c'est quelque chose d'assez sympa et que même si je le fais pas maintenant, c'est quelque chose que je pourrais faire plus tard aussi. Des idées de livres, j'en ai d'autres. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc je pense que c'était bien que je le lance à un moment. Ça me permettait aussi de me fixer des objectifs, de me dire voilà, même s'il est pas pris, bah maintenant mon nom il circule un peu dans les maisons d'édition. Tu vois, je suis toujours comme ça, moi, je suis toujours en train de taper à toutes les portes. En essayant de faire Non, mais t'as raison, hein, c'est ça, t'as raison. genre, C'est ce qu'il coucou, faut faire. j'existe, ouvrez-moi. Non, mais c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est comme ça qu'on s'ouvre des portes, surtout, hein, donc t'as bien raison. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, et sinon, j'ai une dernière question, la question de la fin que je pose à tous mes invités. Alors, cette fois-ci, je vais peut-être la remanier un petit peu pour qu'elle colle vraiment Mhm. plus à notre sujet. Si tu avais trois conseils à donner aux gens qui se lancent en freelance et qui veulent travailler dans un domaine bien spécifique, ou alors du moins des gens qui veulent se reconvertir dans un domaine qui est quand même peut-être difficile d'accès, comme le stylisme culinaire, euh, à ces gens-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil Mhm. pour vraiment qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils lâchent pas? Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, je pense que le premier conseil, ce serait, bon, c'est un peu un conseil à la con, hein, mais c'est d'avoir confiance en toi.
enfin confiance en soi, parce que je pense que c'est hyper facile quand t'es en réorientation, que tu te lances dans un nouveau projet, que on n'est plus à nos âges dans des phases d'apprentissage, tu vois, où t'as le champ des possibles, etc. Je pense que du coup, c'est hyper facile de tomber dans un espèce de, comment dire, de dérive où tu perds toute la confiance que t'as en toi, t'oses pas te lancer, t'oses pas machin. Donc, je pense que le premier truc, c'est un peu de se rappeler de sa valeur, de se dire que tout le monde est passé par là, tout le monde est passé par une phase d'apprentissage, personne n'est sûr à 100% de ce qu'ils veulent faire. Et en gros, c'est OK de se réorienter, que ce soit quand tu as 25 ans ou 35 ou 50, ou voilà, tu vois. Ça, je pense que c'est mon premier conseil, qui m'amène au deuxième, et qui, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vachement guidé ma vie depuis quelques années. Et depuis que j'ai commencé à faire un peu des décisions radicales à l'arrache. c'est qu'en fait, je pense que dans la vie, tu as 50% de chance de faire un bon ou un mauvais choix. Tu vois, quand tu fais un choix de vie, de carrière, etc., t'as 50% de chance de te tromper. Je pense qu'en fait, c'est à toi de faire en sorte que c'est pas une erreur. Je pense qu'une fois que tu fais un choix, c'est à toi de faire en sorte que tu te sois pas trompé. Tu vois, là, moi, je me suis mise en freelance, puis je me suis réorientée au cours de ma carrière. J'aurais pu me dire à un moment, merde, j'aurais pas dû faire ça. Bah non, parce que j'ai fait en sorte de pas avoir de regrets là-dessus. J'ai fait en sorte de suffisamment me bouger les fesses pour arriver à mes fins et parvenir à mes ambitions, en gros, tu vois. Et donc voilà, ça c'est le deuxième. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément de mauvais choix, en fait. Même un choix qui, de prime abord, peut paraître mauvais, en fait, il faut peut-être persévérer derrière, ou en tout cas faire en sorte qu'il se transforme en bon choix, même si à la base, c'était pas forcément super évident, quoi. Mais c'est ça, en fait. Complètement. Et mon troisième conseil, je pense que ce serait tout bêtement de bosser. Je pense que c'est cool d'avoir de l'ambition, d'avoir des rêves, d'avoir du talent, etc. Je pense que c'est vraiment génial et ça aide. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler dur. Et je pense qu'on est dans un monde et dans une période qui sont pas faciles. Et je pense que si tu travailles pas 2 fois plus que la personne à côté de toi, tu y arriveras soit 2 fois plus lentement, soit pas. En gros, tu vois. Non mais c'est juste, c'est très juste. Et j'ajouterais, parce que ça m'a marqué dans ce que tu nous as raconté tout à l'heure, qu'il faut vraiment pas hésiter à aller taper à toutes les portes, en tout cas à mettre toutes les chances de son côté, quoi, à créer sa chance. Ça. Vraiment, c'est pour le coup, c'est exactement ça. Je pense que ça demande ça demande d'être un peu d'être solide en fait. Effectivement, de se plier à des trucs, de parfois se revoir pour un moment ses ambitions à la baisse, de savoir se remettre en question, de savoir se dire ok là je me suis plantée, du coup ça va me servir la prochaine fois je me planterai pas là, de savoir demander de l'aide, de savoir plein de choses, mais qui sont toutes un peu drivées par la motivation, par l'ambition et surtout l'envie de bosser quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, mais je parlais avec une amie il y a pas longtemps, qui a du mal. Alors attention, comme beaucoup de personnes, hein, mais qui a beaucoup de mal à se lancer. Elle a plein d'idées, mais elle se laisse très vite entraîner par le train-train quotidien, par la routine. Et il y a une phrase, moi, que je lui répète assez régulièrement parce on parle souvent. Je lui dis, mais fais-le. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, ça marchera pas. Mais fais-le. Et c'est un peu comme toi finalement, tu vois. Tu t'es lancé, et puis au pire, ça se serait mal passé. Et encore que, mal se passer, ça aurait voulu dire quoi? Ça aurait juste voulu dire, ça n'a pas fonctionné, ta réorientation aurait pas marché, et puis peut-être tu aurais continué en tant que rédactrice, ou tu aurais continué dans un autre domaine finalement. Et donc je pense que c'est ça vraiment l'important, c'est de ne pas hésiter à se lancer. C'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est de ne pas hésiter à se lancer, parce qu'au final, il y a toujours des externalités positives quand on fait les choses. Même si c'est des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées avant de se lancer, finalement, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. Mais oui, complètement. Et en fait, tu vois, je te disais au tout début que quand je m'étais du coup lancée en freelance, tout le monde disait c'est très très dur le freelance, etc. machin. Et que moi, je voyais pas concrètement. Alors, je crois les gens, mais je voyais pas ce qu'il pouvait y avoir de difficile. Je voyais pas en quoi ça pouvait être plus de boulot que de bosser en salarié ou quoi que ce soit, etc. Bon maintenant je le vois. Et tu comprends. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends et à la fois je suis pas d'accord en fait. Tu vois, parce que en fait je trouve que tout ce que j'ai gagné à être en freelance,
Mais ça n'a pas de prix, quoi. Et effectivement, oui. Alors il y a des trucs où c'est un peu plus chiant. Là où c'est plus compliqué, là où c'est dur pour moi, c'est plus du point de vue responsabilité, en fait. Tu vois, je pense que t'es concrètement responsable de ton boulot, de ta compta, de ton temps, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, de ton cadre, de si tu te lèves ou pas le matin, si tu finis de bosser à telle ou telle heure, si t'as pas géré ton boulot, bon ben voilà, t'as pas géré ton boulot, tant pis pour toi. Effectivement, il y a pas un patron derrière toi, mais donc effectivement, c'est même psychologiquement, c'est peut-être une charge qui est un peu plus lourde, etc. Mais en fait, ce que tu gagnes par rapport à ça, si tu fais la balance, pour moi, mais il y a pas photo, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'en freelance, alors après c'est ça aussi qui met peut-être un peu mal à l'aise les gens, mais en freelancing et de même qu'en entrepreneuriat de manière générale, euh, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on se plante, eh ben c'est ta faute. C'est ta faute si tu te plantes, si le client il est pas content, si t'as pas d'argent à la fin du mois, ben globalement c'est ta faute. Mm. Bon après bien évidemment il y a des causes externes, des contextes, par exemple la crise sanitaire ou des choses comme ça qui peuvent influencer, mais de manière générale la responsabilité elle te revient quasiment entièrement. Et ça c'est des choses pour lesquelles on n'est pas forcément formaté à l'école ou Mais voilà ou complètement. dans le travail en général. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Mais par contre c'est un super apprentissage. Ah bah ouais, c'est génial. Ouais, c'est sûr. Bon, bah écoute, Ada, moi j'avais plus de questions. Je sais pas si toi, Ok. t'avais quelque chose à ajouter, peut-être? Bah ouais, bah franchement, s'il y a des gens qui veulent se réorienter ou se lancer en freelance ou se réorienter pour la troisième fois, mais go quoi. Franchement, faut foncer. Allez-y, Mais ouais, faites-le, mais faites-le. ouais, carrément, parce que franchement, enfin, je pense que ça vaut le coup et que si à un moment on sent que qu'on n'est plus dans la bonne voie ou quoi, faut pas se perdre, enfin, faut pas se prendre la tête, faut pas perdre de temps et puis faut un peu réfléchir un peu au truc quand même, Un minimum. un minimum, mais je pense qu'il faut y aller à fond. Donc j'encourage tous ceux qui veulent se réorienter à le faire. Bon, et bien ce sera le mot de la fin. Bah écoute, merci beaucoup, Ada, pour avoir accepté mon invitation à cet épisode. C'était vraiment très enrichissant. Je suis super content d'avoir partagé ça avec toi. Est-ce que tu as un lien vers ton profil Malte ou vers ton blog, ou enfin, en tout cas un lien où on peut te joindre pour les gens qui seraient à la recherche d'une styliste culinaire en ce moment et qui auraient besoin d'un vrai talent? Et bah oui, et bah vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est Eating with Ada avec des points. Ok, bah écoute, je mettrai le arrobase en description du podcast. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller directement, Ok, ça voilà, marche. cliquer sur le lien. Bon, bah écoute, merci beaucoup Ada Ok. pour ce podcast et cet Bah, échange. merci à toi. C'est un plaisir d'être Bah, reçu. pour moi également. Et puis bah écoute, peut-être à une prochaine pour parler de ton futur ouvrage sur le stylisme culinaire, ou alors un recueil de blagues, hein, je sais pas. Ouais, on fera peut-être ça. Je te tiendrai au courant. Ça marche. Bah merci beaucoup Ada. À Merci à bientôt. toi. Ciao.